Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme Filmonautes, les mondes du cinéma. Durant notre précédent cours, on s'est intéressé au langage cinématographique, à travers des notions telles que le cadre, les plans, les focales et aussi le symbolisme visuel. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une partie très importante, c'est comment passer du script au tournage. Tout d'abord, on va revenir sur un peu de vocabulaire en termes de scène et de séquence. Qu'est-ce que c'est qu'une scène? C'est une unité narrative se déroulant dans un lieu et un temps unique. Elle représente une action ou une interaction spécifique entre les personnages. Il y a une continuité temporelle et spatiale, souvent un point d'évolution dans l'intrigue ou les personnages. Quelle fonction d'une scène dans le récit? En tant que rôle, avancer l'intrigue, développer les personnages, créer une atmosphère ou introduire des informations. Ça peut être par exemple une scène de confrontation, de résolution, de révélation ou de transition. Quelques critères de reconnaissance d'une scène, on l'a dit, unité de lieu et de temps, le même endroit sans ellipse temporelle. Pour un changement de scène, à chaque changement de lieu ou de moment de l'histoire, une nouvelle scène commence. Qu'est-ce que c'est qu'une séquence? C'est un ensemble de scènes reliées par un objectif narratif commun. Ça peut inclure plusieurs lieux et moments, mais reste centré sur une même idée ou progression. Ça peut contenir plusieurs scènes liées par un thème ou une action cohérente qui forment une étape dans le développement de l'intrigue. Quelle est la fonction d'une séquence dans la narration? Tout d'abord, structurer le récit en blocs narratifs permettant une progression cohérente et fluide. Quelques exemples de rôles, séquences de préparation, par exemple une équipe qui va aller faire un braquage, de conflits majeurs, de climax ou de résolution. Des exemples de séquences clés, on l'a dit, séquence introductive, séquence de développement, séquence de crise, séquence de dénouement. Il y a toujours un thème, il y a toujours un lien avec le thème central du récit. Quelles sont les différences entre scène et séquence? La scène est un événement précis en un lieu et à un moment donné, tandis que la séquence est un groupe de scènes qui se répondent et se complètent par une progression narrative cohérente. Une séquence regroupe plusieurs scènes qui peuvent se dérouler dans les lieux ou des moments différents, mais qui servent un même objectif narratif. Par exemple, dans un film policier, une scène d'interrogatoire unique, donc ça c'est la scène, pourrait faire partie d'une séquence d'enquête plus vaste, une séquence avec des scènes se déroulant dans divers lieux, comme le bureau de police, la maison de suspect, etc. Quel impact des scènes et des séquences sur le rythme du film? La scène donne du rythme et du détail, la séquence organise ces éléments pour maintenir la continuité et la tension dramatique. Comprendre l'unité d'action dans une scène. Donc l'unité d'action, on a dit, c'est la base de la scène. Chaque scène repose sur une action centrale autour de laquelle l'interaction et les enjeux se construisent. On l'a dit, un autre exemple, c'est un personnage confrontant un autre dans une scène de confrontation. En termes d'intensité dramatique dans une scène, la technique pour construire la tension est captiver l'audience. Les enjeux, mettre des dialogues, un montage et un jeu d'acteurs. Quelques exemples d'intensité dramatique, la scène de l'interrogatoire justement, dans The Dark Knight. Quelle évolution des personnages dans une scène? Il y a un rôle des scènes dans le développement de l'arc des personnages, chaque scène comme étape vers la transformation. On a dit que dans toute histoire, le principal c'est la transformation du personnage ou la révélation sur un personnage. La séquence, elle, permet de segmenter l'histoire en étapes, facilitant la progression et la compréhension du récit. Et ça a un impact évidemment sur la continuité du récit. Donc la structure classique d'une histoire, introduction, climax, dénouement, globalement, l'importance de chaque séquence justement va être importante pour chacune de ces grandes étapes. Évidemment, ça va être sous-découpé en sous-séquences. On peut penser par exemple à la séquence de la bataille dans Le Seigneur des Anneaux. Il faut aussi réfléchir en termes de planification par rapport aux séquences. L'idée de structurer le scénario autour de séquences clés, justement pour maintenir la cohérence et le rythme narratif. Quel enchaînement des scènes et des séquences? Tout d'abord, il y a une cohérence, une fluidité de l'enchaînement. Comment enchaîner justement les scènes pour un déroulement naturel? Quelques techniques, ça va être utiliser des techniques de transition et d'enchaînement pour ne pas rompre l'immersion. Utiliser des raccords narratifs et visuels. Il y a l'importance des raccords pour maintenir la continuité entre les scènes et les séquences. Et utiliser des techniques de montage pour fluidifier la transition. On peut avoir des enchaînements thématiques pour donner un peu plus de sens. L'idée, c'est de comment enchaîner les scènes et les séquences en suivant un fil conducteur thématique. Ça peut être un fil narratif autour de la montée en tension jusqu'au climax. Il est important aussi d'éviter la redondance entre les scènes. Donc il y a une importance ici de la variation et du rythme dans la construction d'une scène et des séquences. Les techniques ici, c'est assurer que chaque scène apporte quelque chose de nouveau au récit.
décrypter un script. Alors, avant de me lancer dans cette partie-là, je fais une petite parenthèse très importante. Si vous souhaitez apprendre à écrire des récits structurés et intéressants pour les spectateurs, je vous invite à vous inscrire dès maintenant au programme ScriptNote Les Mondes de l'écriture, qui vous donne toutes les clés pour écrire des scripts intéressants et importants et en ayant en plus toutes les techniques professionnelles. Alors rappelons tout d'abord l'importance de la pré-production dans la réalisation. Donc la pré-production, ça consiste à planifier en détail le tournage pour éviter les imprévus, anticiper les besoins, identifier les contraintes, définir les coûts et les ressources, et garantir la qualité finale du film. Quel rôle pour le réalisateur? Clarifier les intentions artistiques à ce moment-là et techniques avant le tournage. Notre objectif ici est de développer une vision cohérente et assurer que l'équipe comprend et partage cette vision. Rappelons ce qu'est un script. Le script est la version écrite du film, on parle aussi de scénario entre parenthèses, incluant les dialogues, les actions et les descriptions de chaque scène. C'est la base sur laquelle repose l'ensemble de la production, servant de guide pour l'équipe de tournage. C'est un guide de production. Chaque département, son, costume, caméra, se base sur le script pour planifier et exécuter son travail. En termes de cohérence, s'assurer une compréhension commune et précise de chaque élément du film. On peut voir sur la droite un extrait du script Citoyen du ciel, écrit par moi-même pour un court-métrage. Vous pouvez voir à quoi ressemble globalement un script. Et on va essayer de détailler au fur et à mesure du cours les différentes composantes du script. Tout d'abord, en tant que réalisateur, il faut avoir une lecture active du script. Pourquoi une lecture active? Parce que l'idée est de comprendre le script en profondeur pour anticiper les besoins du tournage. Il faut lire attentivement en cherchant les éléments cachés et implicites qui influencent la mise en scène. Quelques techniques de lecture active, repérer les intentions de l'auteur, les émotions, les sous-textes et les messages clés, et marquer les passages à enjeux forts pour la réalisation. Il faut analyser les thèmes et les motifs. Les thèmes sont les idées principales que le film souhaite explorer. Des notions universelles telles que l'amour, la justice, l'identité. Ça permet au réalisateur de focaliser la mise en scène sur les thèmes principaux. Il faut repérer aussi les motifs et les symboles. Donc, on a parlé la dernière fois de symbolisme visuel, justement, quels sont les objets, les couleurs, les sons récurrents qui renforcent les thématiques. Et en termes d'impact, ça va influencer les choix de la direction artistique et de la cohérence visuelle. Il faut identifier les personnages et leur arc narratif. L'idée, c'est de comprendre l'objectif des personnages, leurs motivations, leurs désirs, leurs faiblesses et leur personnalité. Ça facilite le casting par la suite et oriente les choix d'interprétation. Il faut comprendre aussi l'arc narratif des personnages. L'idée ici de comprendre l'évolution du personnage du début à la fin du récit. On l'a dit, et on le dit à chaque fois dans le programme ScriptNote, justement, que le plus important dans une histoire, c'est la transformation d'un personnage. Qu'il réussisse à se transformer ou pas, peu importe. La question, c'est qu'il va être confronté à différentes contraintes, il a des besoins et des désirs, il va se confronter à la réalité, ça peut être des conflits internes ou des conflits externes, et à partir de là, il va subir un changement, soit il va accepter ce changement, soit il va refuser ce changement-là. Ça permet aussi, justement, comprendre les arcs narratifs des personnages, ça permet d'anticiper les transitions émotionnelles et d'aider les acteurs à comprendre leur rôle. Il faut analyser les conflits et les tensions dramatiques, identifier justement les conflits clés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux types de conflits. Ça peut être des conflits internes, donc, liés au personnage, et des conflits externes, des conflits avec le monde ou d'autres personnages. Ces éléments sont essentiels justement pour dynamiser le récit et orienter la mise en scène. Il faut évaluer la tension dramatique, quelques techniques pour maximiser la tension, ça va être le choix du cadrage, de la musique, du rythme, etc. L'idée ici de maintenir l'intérêt du spectateur et souligner ici les enjeux. Il faut repérer les scènes clés, déterminer justement ce qu'on parle aussi de scènes pivots. Ce sont des scènes cruciales pour l'avancement de l'intrigue ou le développement des personnages. L'idée ici de prioriser ces scènes dans la préparation, car elles portent souvent des enjeux dramatiques très forts. Il faut anticiper les effets narratifs des scènes clés. Quelques effets sur les spectateurs, ça va être des révélations, des surprises ou un changement de ton. Il faut ainsi adapter la mise en scène pour renforcer l'impact de ces moments cruciaux. Repérer aussi les éléments de continuité. Donc, la magie du cinéma, c'est de faire croire qu'il y a une continuité entre des séquences qui sont tournées totalement dans le désordre dans la réalité. Donc, ça va être ça la force du cinéma. Donc la continuité visuelle et narrative évidemment est extrêmement importante. L'idée ici de maintenir la cohérence des éléments,
les vêtements, les accessoires, les décors d'une scène à l'autre. S'assurer comme ça une immersion totale pour le spectateur. Vous comprenez très bien que si un acteur porte un chapeau dans une scène et on passe à un autre plan et il ne porte plus le chapeau, sans qu'il n'y ait de transition, ça peut être ce qu'on appelle justement un faux raccord. Quelques techniques pour la gestion de la continuité, maintenir la position des accessoires, la position des acteurs et les détails vestimentaires. L'idée, c'est de préparer avant, justement, pour que sur le tournage, il y a quelqu'un qui gère justement toute la continuité pour éviter tout type de faux raccord. Il faut repérer évidemment les lieux et les décors. Donc les lieux vont influencer l'atmosphère et l'ambiance de chaque scène. Et à partir de là, techniquement, il va falloir planifier les repérages en fonction des descriptions pour s'assurer qu'ils correspondent à la vision du film. Il faut anticiper les contraintes techniques liées au lieu, justement. Donc il va y avoir des contraintes de type naturel, de type la lumière, en fait. Le soleil se lève et va durer qu'à un moment donné, en fait. Il y a une plage horaire où c'est le moment principal où on peut filmer, sinon la lumière va baisser, etc. Réfléchir à l'espace pour l'équipement, l'accessibilité, etc. Il faudra organiser en termes de planification les déplacements et les besoins logistiques. Repérer évidemment les besoins en accessoires et costumes. Donc, chaque accessoire doit être prêt pour les scènes où il est mentionné. Ça peut être des objets importants pour la narration ou qui définissent le personnage. En termes de costumes pour chaque personnage, ça va permettre aussi d'exprimer la personnalité de chaque personnage, l'époque ou la situation du personnage en question. En termes de planification, il faudra préparer justement chaque costume pour chaque scène. Il faudra aussi noter les indications sonores et musicales, s'il y en a dans le script. Certains scripts précisent des sons nécessaires pour une scène, ça peut être un bruit d'arme ou un bruit de foule. L'idée est de préparer les bruitages ou les effets sonores pour renforcer l'ambiance, si c'est fait sur le moment. Parce que on verra qu'on peut aussi le faire en post-production. Mais s'il y a un besoin spécifique de le faire au moment du tournage, il faut qu'on le prenne en compte. En termes d'indication musicale, est-ce qu'il y a des musiques diégétiques ou extra-diégétiques? Donc, qu'est-ce que c'est que la musique diégétique? C'est une musique présente dans l'univers du film. C'est un personnage, par exemple, qui écoute de la radio ou qui écoute sa musique. Et la musique extra-diégétique, c'est une musique de fond qui est un habillage sonore et musical qui va permettre de donner une ambiance donnée. Ça va influencer la gestion des droits et la création de l'ambiance sonore. Il faudra aussi décrypter s'il y en a les transitions de scène dans le script. Donc on va comprendre par la suite les types de transitions, les cuts, les fondus, les raccords. Donc justement, on va voir quel impact sur le rythme. Et l'idée, c'est d'orienter la mise en scène et le montage pour fluidifier la progression de l'histoire. En termes de transition et de rythme narratif, les transitions vont influencer la perception du temps et l'intensité de la narration. Quelques techniques de transition, des enchaînements rapides pour des scènes d'action ou des transitions lentes pour des scènes émotionnelles. Alors on va essayer de comprendre les différents éléments du script. Tout d'abord, il y a les dialogues, évidemment. On va comprendre leur rôle et essayer de comprendre en quoi ils sont importants. Donc, les dialogues expriment évidemment les pensées, les émotions et les motivations des personnages. Ils influencent le rythme de la scène et révèlent des éléments narratifs essentiels. Pour nous, en tant que réalisateur, il faut analyser les dialogues, examiner la façon dont chaque personnage s'exprime, quelle est sa diction, son style, son ton, pour adapter l'interprétation et l'intonation. Il faut comprendre aussi ce qu'on appelle le sous-texte. Des fois, justement, donc les sous-textes, c'est les non-dits ou les sous-entendus qui parfois disent beaucoup plus que des mots. Il faut adapter les dialogues aussi par le réalisateur. S'assurer que le ton et le rythme des dialogues renforcent l'ambiance souhaitée. Il faut, par la suite, on le verra, qu'il y ait une collaboration très importante avec les acteurs. L'idée est de travailler les nuances et la crédibilité dans l'interprétation. Les descriptions des lieux. Donc on l'a dit, les lieux sont très importants et il faut indiquer l'environnement physique et émotionnel de chaque scène. Ça va influencer la mise en scène, orienter le choix des décors, l'éclairage et le cadrage. Analyser la description des lieux aussi. Traduire les mots en images mentales pour anticiper les décors et leurs accessoires. Ajuster justement les descriptions selon les contraintes de tournage et les lieux disponibles. Sur les actions, les actions, pour rappel, décrivent les mouvements et les comportements des personnages. Ça va influencer la chorégraphie des acteurs et la coordination des mouvements de caméra. Il faut anticiper justement les actions, donc planifier les gestes importants et leur impact visuel, notamment pour les scènes de combat ou d'action. Il faudra, en termes de sécurité et de logistique, envisager les besoins en cascadeurs, en équipements spéciaux et en mesures de sécurité. Les indications techniques
du scénariste peuvent apparaître. Donc ce sont des suggestions du scénariste sur la façon dont une scène pourrait être filmée ou montée. On peut parler par exemple de cadrage spécifique, d'effets visuels ou de transition. Ça, c'est une intention du scénariste. À vous de voir si en tant que réalisateur, ça vous conforte dans votre vision ou pas. Parce que c'est vous, in fine, le réalisateur, mais évidemment il y a une collaboration, comme on l'a vu, entre tous les départements. Mais c'est le réalisateur qui s'assure de la vision globale, de la vision artistique globale du film. Il faut comprendre aussi l'interprétation par le réalisateur, utiliser ses suggestions comme base, comme je l'ai dit, tout en gardant la liberté créative, collaborer avec l'équipe technique, partager ces informations avec le directeur de la photographie et le monteur. Sur les personnages et leurs descriptions, les descriptions donnent une première impression visuelle et psychologique des personnages. Ça va permettre d'orienter le choix du casting, les costumes et les styles de jeu. Il faut analyser et comprendre les personnages, identifier justement ce qui fait leur distinction. Ça peut être leur gestuelle, leur façon, leur langage corporel, etc. L'idée est ici d'aider les acteurs à se préparer et à incarner leur personnage de manière la plus authentique possible. En termes de transition et d'effets, les transitions, on le verra par la suite, ça va être un cut, un fondu enchaîné, etc. C'est des méthodes de montage qui orientent le rythme du passage d'une scène à une autre. Ça peut être utilisé justement un fondu pour marquer un passage dans le temps, ou d'un cut pour créer un effet de surprise. Quels sont les effets narratifs des transitions? Elles vont influencer la fluidité et la perception du temps et les émotions. En termes de collaboration avec le montage, c'est intégrer ces transitions pour renforcer les effets dramatiques. Regardez les indications temporelles qui vont être très importantes pour planifier justement les séquences à tourner au moment donné. Donc les indications temporelles, si vous allez voir, on va analyser un peu plus précisément le script, sont indiquées dès le début de chaque séquence. Donc les indications de jour et de nuit et autres précisions temporelles influencent l'éclairage, les décors et le rythme du tournage. Par exemple, les scènes de nuit vont nécessiter un éclairage différent et vont influencer le planning de production. Il faut adapter les scènes selon l'heure de la journée. Donc en termes de planification, programmer les scènes en fonction de la lumière naturelle ou des contraintes techniques. Ça va avoir une influence sur l'ambiance, parce qu'on va l'idée ici d'utiliser les indications temporelles pour renforcer l'atmosphère et la cohérence du film. Sur les éléments sonores et visuels, en l'occurrence, on en a parlé, il y a les bruits d'ambiance, des sons spécifiques, des explosions, des cris, qui vont créer un environnement immersif. L'idée ici est de contribuer à l'ambiance et à la tension narrative. Quelques éléments visuels et techniques, on a la lumière, ça peut être des lumières, la lumière d'un phare ou d'une voiture, de la fumée, de la pluie, qui vont ajouter du relief à l'univers visuel du film. En termes d'importance, coordonner avec les équipes du son et les effets spéciaux pour intégrer ces éléments de manière fluide. Alors, petite parenthèse, s'il y a un son qui n'est pas forcément mis au moment du tournage, il faut comprendre que pourquoi le scénariste écrit qu'il y a un son, par exemple une explosion ou des cris, parce que même si ce son est réalisé en post-production, il faut comprendre que pour le réalisateur et pour l'acteur ou l'actrice, il est important de comprendre qu'à ce moment-là, il y a un son particulier pour qu'il puisse réagir à ce son d'un point de vue d'interprétation, parce que sinon, il y aura un problème de compréhension. C'est pour ça que, des fois, on va indiquer des sons dans le script pour que ça serve à la fois à la vision du réalisateur et à l'interprétation des comédiens. Sur les notes de mise en scène, donc des fois on peut avoir des notes de mise en scène qui suggèrent des intentions, des atmosphères pour certaines actions. Ça peut être un sourire ironique, un regard perdu qui oriente la direction d'acteur. Le réalisateur peut interpréter ces notes. L'idée est ici d'utiliser ces notes comme point de départ pour diriger les acteurs, tout en gardant justement une marge d'interprétation. L'idée est ici toujours, et j'insisterai, avoir toujours une approche organique des choses, non pas avoir une approche mécanique. On apprend ces règles ensemble, il faut les comprendre, mais l'idée va être de s'adapter et de laisser cette fameuse marge d'interprétation. On va collaborer avec les acteurs et adapter les nuances du jeu en fonction des intentions initiales du scénariste. Sur les adaptations et les interprétations, donc, le réalisateur adapte le script à sa vision artistique tout en respectant l'essence de l'histoire. Cette liberté va justement permettre de personnaliser l'approche visuelle et narrative. Il va y avoir bien sûr une collaboration avec les scénaristes et les acteurs. L'idée est ici d'harmoniser les visions pour garantir que le film final reflète l'intention initiale du scénario. Des fois, c'est possible, encore une fois, que
euh, c'est arrivé très souvent que justement le réalisateur euh, réadapte totalement le scénario, ça peut arriver à des rares occasions, et réinterpréter totalement la vision de l'histoire initiale. Alors là, c'était pas, en l'occurrence, si on pense à Stanley Kubrick et à Shining, il a adapté un roman de Stephen King, justement, et il a totalement réinterprété de fond en comble, même si c'était pas un scénario à l'origine, c'était un roman, il a réadapté et réinterprété totalement l'histoire d'origine, pour que ça se rapproche de sa vision à lui en tant que réalisateur. En termes de minutage, le minutage est l'estimation du temps de chaque scène et des séquences d'un film. L'idée est évidemment, dès le script, de prévoir la durée totale d'un projet pour aider à planifier le tournage. Les composants du minutage, ça comprend le temps de prise, l'ajustement technique et les transitions. Ça permet justement une organisation optimale pour chaque étape du tournage. Pourquoi c'est crucial? Parce que ça nous permet de réfléchir en termes de gestion du temps, ça assure que les scènes ne dépassent pas les durées prévues. En termes de coordination, ça permet de synchroniser les efforts entre équipes techniques et artistiques. Ça a un impact évident sur la logistique, c'est un rôle dans le budget. L'idée est ici d'éviter le dépassement des coûts. Et sur le calendrier, ça minimise les retards et optimise les plannings de chacun. Il faut comprendre que un artiste, un comédien, ou voire quelqu'un d'une équipe technique est pris à un moment donné, c'est comme un, entre guillemets, un CDD, et après il prévoit de travailler ailleurs. Donc, si on dépasse euh, ce temps-là, ça peut être problématique pour les artistes, ainsi que pour les équipes techniques. Comment on calcule le minutage à partir d'un script? Alors tout d'abord, la première approche, c'est une lecture active pour estimer la durée de chaque scène. Il faut comprendre, ça c'est le plus important, c'est qu'une page de script qui est au format A4 correspond très souvent, par convention, à une minute de film. Donc vous comprenez qu'à partir de là, un film qui fait 1h30 va avoir globalement 90 pages de script. Voilà. Il faut comprendre qu'à chaque fois que vous écrivez une page de script, ça correspond plus ou moins à une minute. C'est une convention euh, qui est la plus utilisée dans l'industrie. Quelques facteurs à considérer, c'est la densité des dialogues. Les scènes de dialogue peuvent nécessiter évidemment plus de temps, et sur les scènes d'action, elles sont souvent plus longues à tourner en raison de leur complexité. Comment on estime le temps du tournage? L'idée c'est d'additionner le minutage de chaque scène pour estimer la durée totale de tournage, prévoir une marge pour les imprévus évidemment. En termes de planification, le minutage va guider la répartition des jours de tournage. L'idée c'est d'anticiper les retards possibles pour éviter justement les interruptions. On va répartir le minutage entre scènes et séquences. Il faut avoir une répartition équilibrée. L'objectif est ici d'éviter les écarts excessifs entre scènes qui peuvent affecter le rythme. L'idée ici, en termes de méthodologie, c'est allouer le temps de manière cohérente pour chaque séquence. Il faut avoir quelques considérations pour le tournage. Évidemment, on ne tourne pas ça je le dis, on ne tourne pas de façon chronologique un film. On va le tourner en fonction des besoins de chaque décor et des disponibilités des équipes. Donc on va regrouper en fait les scènes qui sont soit dans le même temps et dans le même lieu pour pouvoir les tourner, puis passer ensuite aux autres. L'idée ici, ça permet de minimiser les déplacements de l'équipe pour économiser du temps. Prévoir aussi la durée des plans complexes, donc identifier les plans qui nécessitent plus de temps. Ça peut être par exemple des plans longs, des plans séquences et des scènes avec des effets spéciaux. L'idée ici de prendre en compte les réglages spécifiques et les répétitions nécessaires. Quelques stratégies justement, c'est planifier les plans les plus compliqués tôt dans le calendrier de tournage et répéter ces plans avant le tournage justement pour gagner du temps, pour qu'on puisse arriver très vite à ce qu'on veut en tant que réalisateur. Pour le cadrage des décors, il y a quelques facteurs à considérer, l'aménagement, l'installation de l'éclairage, la préparation des scènes. Par exemple, des scènes dans des décors extérieurs peuvent nécessiter plus de temps de préparation que des décors en studio. Il faut s'adapter aux contraintes des lieux de tournage. En termes logistiques, considérer les restrictions d'accès ou les conditions météorologiques. Et une réserve de temps, ajouter une marge pour les déplacements entre les décors, évidemment. Tout ça, évidemment, déplacer toute une équipe technique, déplacer tout le matériel, ça prend aussi du temps. Évaluer les temps de préparation et de reprise. Donc les temps de préparation avant chaque prise, le rôle ici de préparer les acteurs, les accessoires et les réglages de caméra, en moyenne prévoir entre 15 et 30 minutes selon la complexité. Et le temps de reprise entre les prises, c'est l'idée ici d'ajuster les erreurs et répéter les actions. En termes de stratégie, il faut limiter le nombre de reprises pour respecter le minutage global. Il faut optimiser le minutage pour ce qu'on va voir par la suite, ce que c'est que le plan de travail. Donc le
plan de travail, vous pouvez un peu le comprendre, c'est ce qui va permettre de définir l'organisation d'une journée de tournage. Et l'idée ici, ça va faciliter la création du plan de tournage justement, et on va pouvoir s'adapter, ajuster justement le minutage pour maximiser les journées de tournage. Il faut avoir un ajustement du minutage en temps réel aussi, hein, donc réévaluer le minutage au fur et à mesure du tournage, et adapter le plan de travail pour répondre aux imprévus sans compromettre la qualité. On a décrypté globalement le script, on va le voir, on va le faire aussi de façon un peu plus précise, mais maintenant on passe à l'étape du casting parce que maintenant il faut donner de la chair au script. Donc l'idée ici d'identifier les personnages, donc comme on l'avait fait tout à l'heure, donc on l'a dit, hein, donc on a déjà déterminé tous les personnages présents dans le script, qu'ils soient principaux, secondaires ou figurants. On a une liste exhaustive qui facilite l'organisation des auditions et qui permet de visualiser le casting dans son ensemble. On a une description de personnage. Pour chaque personnage, on a défini un âge, le physique, les traits de caractère, les compétences requises. Par exemple, indiquer si un personnage doit savoir jouer d'un instrument de musique, par exemple, ou avoir un certain accent. On va définir des critères de casting, donc établir des critères précis pour guider la sélection en tenant compte de l'aspect physique, de l'expérience et des compétences spécifiques. Pour un rôle principal, par exemple, on va rechercher une forte présence à l'écran et une aisance dans les dialogues. En termes d'aspect culturel et contextuel, respecter l'authenticité culturelle et contextuelle d'un personnage. Pour un film historique, vérifier la conformité des accents et les apparences au contexte de l'époque. Sur le processus de sélection des acteurs, tout d'abord il y a une présélection à partir des candidatures, puis une organisation d'audition pour les candidats retenus. On va utiliser les bandes démo des acteurs, des actrices, leurs photos, leur CV pour justement filtrer les candidats avant les auditions. Il y a une importance fondamentale des essais en direct. Une fois qu'on a une présélection, l'idée est ici d'évaluer la capacité des acteurs à interpréter le rôle et leur aisance face à la caméra. Le directeur de casting ici peuvent faire lire justement des passages de script aux acteurs pour tester leur réactivité et leur adaptabilité. Pour les rôles principaux, il faut identifier les acteurs potentiels pour les rôles, souvent parmi des professionnels avec expérience. Il faut aussi considérer l'alchimie potentielle entre les rôles principaux lors des essais. Évidemment, il faut que, si on a deux rôles principaux, homme ou femme, peu importe, il faut que ça matche bien, parce que un tournage, c'est long, ça peut être un mois, voire, si ce sont de longs films, 4 mois de tournage, il faut que ça matche bien, et que surtout qu'il y ait une alchimie à l'écran aussi, principalement. Les acteurs principaux doivent captiver le public et porter l'émotion du film, donc c'est eux qui donnent de la chair au film. Par exemple, pour un rôle dramatique, rechercher un acteur capable de jouer une large palette d'émotions, que ce soit du rire jusqu'à la tristesse. Pour les seconds rôles et les figurants, les seconds rôles peuvent être confiés à des acteurs avec moins d'expérience ou des talents locaux. Il faut qu'il y ait quand même des compétences spécifiques et des caractéristiques uniques pour ces rôles. Pour les figurants en général n'ont pas de dialogue, hein, mais leur apparence doit correspondre au contexte et à l'époque. Pour une scène de foule, par exemple, un casting varié reflétant la diversité sociale peut être recherché. En termes d'essais et d'audition des acteurs, il faut organiser les auditions. Tout d'abord, organiser des sessions pour faire passer des essais aux acteurs présélectionnés et vérifier leur compatibilité avec le rôle. En termes d'audition en solo ou en duo, pour évaluer justement les interactions entre personnages. On commence d'abord en solo, puis après on va tester avec deux acteurs, deux actrices. Quels sont les critères d'évaluation lors de l'audition? Les points clés, c'est l'interprétation des émotions, leur capacité à improviser et la cohérence avec les attentes du réalisateur. Il faut observer aussi comment l'acteur s'approprie par exemple son rôle et sa spontanéité dans les interactions. On parle aussi, on n'en parle pas ici directement, mais ce qui est très important, on parle aussi de ce qu'on appelle de soft skills, c'est-à-dire tout simplement quel est le comportement de l'acteur d'un point de vue humain, tout simplement. Si on voit que l'acteur ou l'actrice se comporterait potentiellement comme une diva, ça peut être problématique sur l'organisation d'un film. D'où l'idée aussi d'évaluer tout simplement ses compétences humaines pour comprendre est-ce qu'il va pouvoir tenir et résister à un mode tournage, etc., etc. On va faire des tests et des costumes de maquillage. Sur l'importance des tests, une fois qu'on a sélectionné, on va essayer de les voir en costume, ça va être un peu plus crédible justement. Organiser justement des sessions pour tester divers costumes et ajuster les choix. On va essayer de tester le maquillage aussi
pour vérifier ce que ça donne. L'idée, c'est de se rapprocher un peu de ce que va être le personnage in fine à l'écran. Par exemple, on peut voir sur la droite des costumes pour le film, justement, toujours Citoyen du ciel, qui se passe au XVIIIe siècle en Corse, justement. On est à une époque 30 ans avant la Révolution française. Et donc on peut voir comme ça différents costumes d'époque pour préparer justement le tournage par la suite. En termes de présélection et de rappel, après les auditions initiales, il faut créer une liste restreinte d'acteurs qui conviennent le mieux au rôle. Cette étape est cruciale justement pour filtrer les candidats avant les étapes finales. Organiser des rappels, faire revenir les meilleurs candidats pour des essais approfondis, souvent en interaction avec d'autres acteurs présélectionnés. En termes d'avantages, ici, d'évaluer la dynamique entre les acteurs principaux et secondaires pour renforcer la cohésion de l'équipe, c'est extrêmement important parce que c'est un moment où on est tout le temps ensemble au moment du tournage. Et donc il peut y avoir des tensions, c'est malheureusement assez régulier. Donc l'idée c'est aussi de réfléchir à la cohésion de l'équipe. C'est extrêmement important. Le travail avec les agents et les managers, donc il y a une collaboration avec les agents. Les agents jouent un rôle clé dans la coordination des auditions et la gestion des calendriers des acteurs. Il faut avoir une communication claire, travailler avec les agents pour obtenir les conditions de disponibilité et les termes de contrat. Il faut gérer les contrats justement et les conditions, négocier les horaires, la durée de l'engagement et les spécificités de chaque contrat. Par exemple, les rôles principaux peuvent nécessiter des négociations spécifiques sur le salaire et l'engagement. Sur la cohésion de l'équipe des acteurs, il faut réfléchir à la synergie entre acteurs, s'assurer que les acteurs principaux et secondaires fonctionnent bien, faire des répétitions comme on l'a dit, faire des tests de groupe pour la cohérence scénique, prévoir des essais en groupe pour observer les interactions et la dynamique collective, s'assurer que les personnalités des acteurs s'harmonisent avec les attentes du réalisateur et le ton du film. C'est extrêmement important. Donc vous voyez que du script, on est passé au casting. Ce ne sont pas des étapes les unes après les autres, ça peut être évidemment en parallèle. Il faut faire le repérage des décors. Parce que ça va être très important pour comprendre ce qu'on peut filmer, quelles vont être les contraintes, etc. Donc le décor ne se limite pas à un simple arrière-plan, il contribue activement à l'ambiance, au style et au réalisme d'un film. Un bon décor renforce l'immersion et souligne l'état émotionnel des personnages. Ça a un impact aussi visuel et symbolique. Choisir des décors qui ajoutent des dimensions symboliques au visuel, au récit. Par exemple, dans un film dramatique, un décor épuré peut renforcer la solitude du personnage. On a identifié, comme on l'a dit, les décors dans le script, donc, tous les lieux mentionnés dans chaque scène, on entend les éléments essentiels importants. Ensuite, on va définir les ambiances des décors, donc dégager l'ambiance ou le style de chaque décor. Est-ce que c'est sombre, est-ce que c'est joyeux oppressant? Par exemple, dans une scène d'action, un décor industriel pourrait renforcer la tension et l'intensité de la séquence. On va rechercher des lieux de tournage, utiliser des ressources variées, des bases de données, des agences, des réseaux sociaux pour identifier les lieux potentiels. L'idée est ici d'élargir le champ des recherches pour trouver des lieux qui correspondent le mieux à l'ambiance souhaitée. Il y a une collaboration avec des repéreurs locaux, les repéreurs locaux connaissent les meilleurs endroits et facilitent le contact avec les propriétaires. Par exemple, en cas de tournage à l'étranger, collaborer avec des repéreurs peut simplifier les démarches administratives. On voit sur la droite, justement, c'est une église qui m'a intéressé pour le script Citoyen du ciel, toujours en Corse, qui est l'église Saint-Michel de Morato en Corse, justement, qui a une forme très particulière et un charme particulier. Et donc ça a été décidé que c'est vraiment l'église dans laquelle le Citoyen du ciel serait tourné. Quelques critères de sélection des lieux, donc vérifier que les lieux correspondent visuellement aux exigences du scénario en termes d'apparence, en termes d'éclairage, en termes d'agencement et de style architectural, et des facteurs pratiques et logistiques. Analyser, c'est très important, la disponibilité, voilà, première chose, la capacité d'accueil de l'équipe et la facilité du transport du matériel. Par exemple, un lieu éloigné sans accès routier peut engendrer des coûts et des délais supplémentaires. Faire des visites de repérage, planifier des visites avec les équipes de production pour observer les lieux en détail. Ces visites vont permettre de visualiser l'espace et d'anticiper les ajustements nécessaires. En termes de vérification des conditions de tournage, identifier les défis potentiels comme les sources de bruit, parce qu'il y a des travaux à côté, évidemment, si vous comprenez que vous allez dans un lieu et qu'il y a des travaux à côté H24, ça va être problématique pour pouvoir tourner et pour capter le son. En termes d'éclairage naturel et les restrictions d'utilisation. Par exemple, dans un décor en extérieur, vérifier la position du soleil à différents moments de la journée. Évaluer l'accessibilité des lieux, donc l'idée ici est de s'assurer que l'ensemble de l'équipe et du matériel peuvent accéder facilement au lieu de tournage. Les lieux
des lieux difficiles d'accès peuvent engendrer, et vous le comprenez très bien, des retards et des coûts logistiques élevés. Prendre en compte des zones de parking, hein, c'est basique, mais c'est très important, parce qu'il y a des zones de parking et pouvoir ranger le matériel et euh, mettre les comédiens dans des lieux sécurisés. Prévoir les espaces pour les véhicules, les équipements techniques et les équipes. Pour un tournage en centre-ville, il peut être difficile justement de trouver un parking suffisant pour des véhicules de production. En termes de considération technique du décor, il faut faire un contrôle des équipements techniques, vérifier que le lieu peut accueillir l'éclairage, le son et les installations nécessaires sans contrainte. Par exemple, il peut y avoir des restrictions de charge ou de sécurité électrique, justement, sinon l'idée est d'éviter des problèmes lors du tournage. Il faut avoir une adaptation des lieux aux exigences scéniques, hein, donc en termes de considération, certains lieux peuvent nécessiter des ajustements ou des accessoires pour répondre aux besoins du script. Par exemple, ajouter des éléments pour transformer un lieu moderne en décor historique si besoin. Prévoir les modifications de lieu, hein, donc déterminer les modifications temporaires nécessaires pour transformer le lieu selon les besoins du scénario. Par exemple, modifier la disposition des meubles ou ajouter des éléments décoratifs. Et assurer la restauration des lieux, hein, prévoir un budget et un plan pour restaurer les lieux à leur état initial après le tournage. Vous comprenez que si on modifie, on doit faire de la peinture par-dessus, etc. Il faut que le lieu redevienne comme il était à l'état initial. En termes d'éléments de sécurité, identifier les risques potentiels comme les zones glissantes, les chutes ou les matériaux dangereux. La sécurité de l'équipe et les acteurs est primordiale, hein, c'est extrêmement important, plus important sur le tournage. Assurer de la sécurité de toute l'équipe, toutes les équipes, que ce soit techniques ou artistiques. Avoir un plan de sécurité et de responsabilité, donc mettre en place un plan de sécurité spécifique à chaque lieu et désigner des responsables. On l'a vu malheureusement très récemment avec un acteur hollywoodien avec un accessoire, une arme qui a été chargée à balles réelles, utilisée sur un tournage. Vous voyez, c'est tout ce qu'on ne souhaite pas avoir en tant que risque si on a un accessoire dangereux. Il faut prévoir ces genres de problématiques ou par exemple si on a des installations électriques qui peuvent être assez dangereuses en termes de consommation électrique, s'il y a un feu qui se lance, il faut qu'on ait évidemment des extincteurs tout autour, voire des pompiers prêts à agir s'il le faut, s'il y a un risque potentiel. Valider les décors justement avec le réalisateur, c'est une validation esthétique et scénique, s'assurer que justement les décors choisis répondent à la vision du réalisateur et renforcent l'impact visuel. L'idée ici d'organiser des visites avec le réalisateur pour finaliser les choix ou ajuster les détails. Pour la prise de décision finale, après avoir pris en compte les contraintes techniques, logistiques et artistiques, confirmer le choix des lieux. En termes de résultats, un décor validé qui s'intègre parfaitement à l'univers du film et qui est prêt pour les préparatifs du tournage. Alors, on a validé tout ça en pré-production, on est toujours en pré-production pour l'instant. De toute façon, tout ce cours est en pré-production parce que c'est comment on passe du script au tournage. Et là, on va aborder quelque chose qui est fondamental d'un point de vue artistique et surtout pour le réalisateur, c'est le fameux storyboard. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un storyboard? Un storyboard est une série d'illustrations qui visualise chaque plan d'un film avant le tournage. On voit un petit aperçu à droite. Il sert de guide visuel pour l'équipe, permet de préparer les prises de vue, les mouvements de caméra et l'action de chaque scène. Le storyboard va faciliter la communication entre le réalisateur, le chef opérateur et les autres membres de l'équipe. Il va permettre de planifier les angles, les transitions et les mouvements de caméra et d'anticiper les difficultés techniques. Donc, ce qu'on voit sur la droite, c'est qu'un storyboard, a priori, on peut se dire que c'est comme une bande dessinée, sauf que, et c'est là où c'est très important, c'est que le storyboard est un outil technique. C'est pas un outil mis à disposition du grand public comme une bande dessinée. Il va y avoir des indications techniques sur le storyboard. Donc, par exemple, vous voyez un peu là, on voit des flèches apparaître. Donc, ce sont des intentions de mouvement ou d'interprétation. L'acteur qui doit tourner sa tête à un moment donné. Ou par exemple, ça peut être, on va mettre une indication de zoom. Par exemple, vous voyez, donc ce sont des indications techniques qu'on a sur un storyboard. Le storyboard aussi, il faut comprendre que pour le réalisateur, en pré-production, ça lui permet d'exprimer son point de vue artistique, de commencer à préparer sa mise en scène pour pas cher. Parce que le storyboard, ça ne coûte pas cher. En fait, il faut avoir un artiste avec soi. Mais évidemment, vous comprenez que si rien n'est préparé à l'avance,
Et si on arrive au tournage et c'est de l'interprétation totale, en fait, il y a des réalisateurs qui aiment ça, et des réalisateurs qui aiment bien travailler avec le storyboard. Préparer sa mise en scène va permettre aussi de répondre à des contraintes de temps et de budget. À titre personnel, ça c'est moi en tant que réalisateur, j'aime travailler, pardon, j'aime travailler avec un storyboard parce que ça me permet de préparer, de comprendre, déjà moi en tant que tel, ma propre vision de réalisateur avant de pouvoir l'exprimer avec les autres membres de l'équipe en fait. On peut voir ici quelques exemples de storyboard de films célèbres. On a tout à gauche un storyboard, vous pouvez faire pause et zoomer si vous le souhaitez. Donc un storyboard de Jurassic Park justement. Alors, la complexité de Jurassic Park, c'est qu'en plus il y a des effets spéciaux, et donc il y a les fameux dinosaures qui apparaissent aussi, donc tout ça il faut le préparer. On a à droite le storyboard, un extrait d'un storyboard de Matrix. Vous voyez, c'est encore, c'est très stylisé, hein, donc ces storyboards ils sont presque artistiques. Donc on verra que les storyboards n'ont pas besoin forcément d'être aussi bien dessinés, il faut juste que ce soit clair en termes d'intention, de mise en scène, c'est ça le plus important. Mais il y a des storyboards qui sont totalement, comme on peut le voir sur Matrix, c'est vraiment de la bande dessinée, c'est quasiment un manga, et il y a des storyboards qui sont un peu plus simples, donc il ne faut pas se prendre la tête. Si vous aimez dessiner, ça sera tant mieux, vous allez pouvoir exprimer par vous-même vos intentions artistiques, mais sinon vous pouvez faire des petits bonhommes, ça fonctionne aussi très bien avec des petits bonhommes. On peut voir aussi le storyboard de Forrest Gump, et tout à droite, un storyboard de Star Wars, justement. On peut voir aussi ici le storyboard un extrait du storyboard d'Iron Man. Au centre, on a un storyboard de Get Out. Vous voyez qu'on voit apparaître des petites flèches euh, qui vont vers l'extérieur ou qui vont vers l'intérieur. Ce sont des intentions de zoom, justement. Est-ce que la caméra zoom, est-ce que la caméra dézoome? Vous voyez, donc on est déjà dans des expressions de mouvement de caméra. On a enfin aussi le storyboard de Harry Potter 5, un extrait en tout cas. On peut voir aussi des séries, puisque c'est la même chose, on peut l'utiliser aussi dans les séries. Donc on a à gauche le storyboard de Westworld, un extrait d'un storyboard de Westworld, et à droite un storyboard de la série Game of Thrones. Alors comment est-ce qu'on crée un storyboard à partir du script? Donc, quelles sont les étapes pour convertir le script justement, en tant que réalisateur, en storyboard? Tout d'abord, lire le script, on l'a dit, identifier, on l'a dit, tout ça, les actions principales, les dialogues et les transitions nécessaires pour chaque scène. Chaque séquence de script est divisée en plans qui seront ensuite illustrés dans le storyboard. Il faut décomposer les séquences en plans. Les techniques, c'est décomposer une séquence en plans distincts. Un plan, ça va être une image. Chacun avec un cadrage, un angle et une action spécifique. Et là, vous devez avoir en tête, si vous ne l'avez pas vu, le cours, le langage cinématographique, parce que c'est avec ce langage cinématographique qu'on va pouvoir enfin exprimer en tant que réalisateur ses choix de cadrage, ses angles et ses actions spécifiques. Je vous rappelle que un cadre, une composition donnée, l'angle de la caméra, etc., va créer une émotion chez les spectateurs. Donc c'est avec ça qu'on joue nous en tant que réalisateur, c'est-à-dire que si on fait une contre-plongée, ça veut dire un sentiment on est écrasé par un personnage parce qu'on est en contre-plongée. Ou si on est en plongée, en fait, c'est nous qui écrasons le personnage, donc c'est le personnage qui est en danger. Vous voyez, donc tout ça crée, il faut comprendre que chaque élément qu'on a vu dans le cours du langage cinématographique va créer une réponse émotionnelle spécifique chez le spectateur. Et c'est avec ça qu'on joue, nous, en tant que réalisateur. Il faut organiser les séquences de plans et la continuité, donc ordonnancer les plans pour une bonne continuité. En termes d'importance, c'est organiser les plans dans un ordre qui reflète la continuité visuelle et narrative, éviter les erreurs de raccord, par exemple les changements de position d'un acteur. Tout ça, on y réfléchit dès le storyboard, et maintenir justement la fluidité entre les plans. Il faut créer un flux narratif clair, donc utiliser le storyboard pour garantir que chaque plan mène logiquement au suivant, ce qui va renforcer ainsi l'engagement et l'immersion du spectateur. Par exemple, dans une scène de dialogue, alterner les plans pour capturer les réactions des personnages. On va ajouter des détails des angles de caméra. Donc les angles de caméra déterminent le point de vue du spectateur et influencent leur perception de la scène. Par exemple, c'est ce que j'ai dit, un angle en plongée peut donner l'impression de vulnérabilité chez le personnage.
Et on va utiliser justement ces angles pour transmettre l'émotion. Choisir les angles qui renforcent le message émotionnel d'une scène. Un gros plan accentue l'émotion dans le regard d'un personnage, tandis qu'un plan large peut montrer l'isolement. On peut le voir sur la droite, justement, un extrait d'un storyboard. On voit ici des intentions. On a une contre-plongée tout en bas à gauche, ce qui va renforcer le côté un peu héroïque du personnage ou impressionnant du personnage. Vous voyez qu'on a des intentions même sur le mouvement des mains. Est-ce que la main bouge pas, etc. Donc tout ça est important parce que c'est ce qui va... on est en train de préparer la mise en scène en tant que réalisateur. On va pouvoir indiquer les mouvements de caméra. Donc si vous ne vous rappelez plus, je vous invite aussi à revoir le cours, le langage cinématographique. Donc les types de mouvements, ça va être indiqué si la caméra suit un mouvement de travelling, rappelez-vous, mouvement de translation, si c'est un zoom ou si c'est un panoramique. Par exemple, un travelling latéral peut être indiqué par une flèche pour montrer la direction du mouvement. On peut voir ici la façon dont on le symbolise sur le storyboard. Donc le pan, en fait, on va avoir deux plans qui sont collés, en fait, donc deux rectangles qui sont collés. Donc on voit le mouvement, comment c'est codifié sur le storyboard et comment c'est montré avec la caméra. On a le tracking, donc le mouvement du tracking, c'est une caméra, c'est comme un travelling en fait, où la caméra suit en fait notre personnage. Et on a le truck justement, où en gros c'est la caméra c'est un travelling en fait, inversé, où la caméra se décentre en arrière. Quel impact des mouvements de caméra? Expliquer comment les mouvements de caméra peuvent changer la dynamique d'une scène. Utiliser justement ces flèches ou les annotations pour guider les mouvements spécifiques de la caméra. Incorporer les actions et les dialogues. Donc il y a des storyboards qui, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont uniquement avec des dessins, mais on peut voir qu'il y a des petites annotations qui apparaissent. On ne le voyait pas forcément ici directement. Il y en a qui ressemblent quasiment à des BD, mais il y a des storyboards qui sont un peu plus poussés, justement, où on va pouvoir y ajouter des intentions de mise en scène, des descriptions d'actions, et aussi les dialogues, justement. Donc on va pouvoir mentionner les actions spécifiques des personnages, par exemple courir, tourner la tête, etc., en plus des flèches qu'on a utilisées. Cela va aider justement l'équipe à visualiser l'animation et l'énergie de chaque plan. Et incorporer les dialogues importants, donc inscrire les dialogues essentiels sous chaque case pour contextualiser les expressions et les postures des personnages. Par exemple, dans une scène de confrontation, indiquer les répliques pour anticiper les réactions visuelles de chaque personnage. Réfléchir aux transitions dans le storyboard, donc on va les détailler un peu plus par la suite, on verra, il y a un cours qui s'appelle l'art du montage qui arrive un peu plus tard. Donc les différents types de transitions, il faut mentionner les transitions telles que les fondus, les coupures franches ou les volets pour passer d'un plan à un autre. Les transitions vont influencer le rythme de la scène et l'expérience du spectateur. Quel impact des transitions sur le rythme? Utiliser les transitions pour augmenter ou diminuer le rythme entre les scènes selon les besoins d'une narration. On peut voir sur la droite, sur le petit dessin, des différents exemples de transitions. Donc on a le fade-in, c'est de l'anglais, fade-in et fade-out. Donc fade-in, c'est qu'on est sur un écran noir et qui, au fur et à mesure, passe en nuance de gris jusqu'à faire apparaître une image. Le fade-out, c'est à l'envers, on a une image avec un fondu au noir. On a le cross-dissolve, en gros, va être une image d'un personnage, par exemple, qui se dissout au fur et à mesure, et montrer une autre image qui elle, prend le dessus. Après, il y en a d'autres types. Donc vous voyez que pour la codification, sur le storyboard, on voit sur la partie à droite, par exemple pour le fade-in, on va tout simplement faire un rectangle noir, puis ensuite, on ne va pas faire la transition, l'image qui fait la transition entre les deux, on va passer directement, on comprend en fait qu'on passe d'un rectangle noir à l'image, c'est-à-dire que c'est un fade-in, et c'est une codification. Adapter aussi le storyboard au changement, donc anticiper les modifications des dernières minutes. Les storyboards peuvent être ajustés pour intégrer des nouvelles idées ou des changements de scénario. Encore une fois, je vous ai dit, c'est un processus organique, donc même quand on fait un storyboard, la réalité en fait du tournage, des fois, on voit les choses autrement. Il y a des idées qui viennent du directeur de la photographie, il y a des idées qui viennent du chef opérateur, il y a évidemment des idées qui viennent du réalisateur lui-même, sur le moment, et aussi évidemment des comédiens qui vont apporter aussi leur touche et leur interprétation
voilà. Donc il faut être à l'écoute, il faut être organique et réussir à très rapidement s'adapter, être flexible justement. Il faudra mettre à jour le storyboard si jamais il y a des changements des dernières minutes et informer toutes les équipes concernées, caméras, son et mise en scène. Si un changement d'angle ou de plan est nécessaire, le storyboard modifié sert de nouvelle référence. Les techniques pour réaliser un storyboard, donc on peut utiliser des logiciels et des outils visuels, on peut explorer les logiciels tels que Storyboard Dat ou Toon Boom, et les outils traditionnels, évidemment, on peut le faire totalement sur papier. Si vous n'avez pas de logiciel spécifique, vous dessinez tout simplement des rectangles sur un papier A4 et vous dessinez vos petits bonhommes avec les petites flèches pour montrer vos intentions de réalisation. Les logiciels permettent de modifier rapidement les illustrations, tandis que le dessin à la main peut être plus expressif. Collaborer avec des storyboarders professionnels, évidemment, c'est une profession, c'est un métier en storyboarder. Les storyboarders professionnels peuvent donner vie aux idées du réalisateur de manière précise et artistique. Si jamais vous avez totalement des grandes difficultés, vous allez vous faire des bonhommes, par exemple, avec des flèches, et lui, il va pouvoir mettre ça d'un point de vue plus visuel pour que ça corresponde un peu plus à vos intentions. Alors, on arrive à une phase très importante qui s'appelle le dépouillement. Qu'est-ce que c'est que le dépouillement? Le dépouillement est le processus d'analyse détaillée d'un script pour identifier tous les éléments nécessaires à chaque scène, les accessoires, les lieux, en passant par les besoins personnels. Ça permet de dresser une liste complète des ressources et des contraintes pour préparer efficacement le tournage. Pourquoi c'est très important durant le processus de pré-production? Donc, vous vous rappelez qu'au tout début, on avait dit qu'on voulait comprendre tout ce qu'il y a dans le script. Et bien là, c'est l'outil technique pour comprendre tout ce qu'il y a dans le script parce que ça va nous permettre de préparer justement le tournage en tant que tel. L'idée ici, c'est d'éviter les imprévus lors du tournage en anticipant chaque besoin logistique, technique et artistique. Ça optimise la planification et ça réduit les coûts en assurant que tous les éléments requis soient disponibles et bien coordonnés. On peut voir sur la droite, toujours le même extrait du Citoyen du ciel que j'ai écrit, où on va commencer à préparer le dépouillement. Qu'est-ce que vous allez voir que c'est une codification? On va voir quelle est la codification. Que moi, je n'utilise pas forcément ici, mais on va voir la codification. C'est un code couleur en fait qu'on va utiliser pour chaque catégorie. Je vais la présenter plus en détail par la suite. En gros, ici, l'idée, c'est que je prends mon script avec un fluo. Il y a des fluos numériques, vous pouvez le faire de façon totalement numérique sur Word ou sur Google Documents. Et je vais mettre en bleu, par exemple, tous les personnages. Une codification, ça me permet de repérer très rapidement où sont les personnages dans une séquence ou dans une scène. Je vais mettre en orange les accessoires, par exemple. Je vais mettre en vert, par exemple, ici c'est codifié comme ça, les effets spéciaux tels que la fumée, etc. etc. Vous voyez que c'est une codification pour repérer et commencer à préparer justement le dépouillement, donc le fichier technique, que je vous partage aussi dans la formation Filmonaute, que vous allez pouvoir justement préparer vos propres dépouillements. Alors, on a ici les codes couleurs conventionnels. C'est un peu petit, mais je vais le lire au fur et à mesure, mais c'était pour avoir un maximum d'informations. L'idée ici, c'est de comprendre, utiliser ces codes couleurs-là, et en fait, surligner, une fois que votre script est prêt, surligner justement les différents éléments. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Tout d'abord, ici, on a le violet, qui représente le casting. Ici, c'est identifier les personnages principaux, avec ou sans dialogue. Vous voyez que là, pour l'instant, on a mis les personnages principaux. On a ici ensuite les extras, donc, parce que notre image est en anglais, et on a en haut le sous-titrage en français. Donc les extras, ce sont les figurants en fait. On va utiliser le vert, c'est repérer justement les figurants pour l'atmosphère du fond. On a en marron, donc les props en anglais, ce sont les accessoires. Donc lister les objets avec lesquels les personnages interagissent. On a en orange les costumes, identifier les costumes nécessaires pour chaque personnage. On a le make-up, donc en anglais c'est le maquillage, en rose, repérer les besoins en maquillage, y compris les effets de blessures et les prothèses, justement. On a en bleu clair, tout en bas à gauche, les véhicules. Donc ça va être lister les véhicules visibles à l'écran, comme les voitures, les bateaux, les trains, les charrettes, etc. On a en rouge les stunts, qui veut dire les cascades. Donc indiquer les actions nécessitant des cascadeurs ou des compétences particulières.
On a les SPFX, donc c'est Special Effects en anglais, donc les effets spéciaux, couleur en turquoise ici, c'est repérer les effets spéciaux, comme on l'a vu tout à l'heure dans mon script, comme les explosions, la pluie ou le vent. On a en vert olive, c'est une nuance de vert en fait, pour différencier des autres. On parle de livestock, en fait ce sont les animaux de grande taille, donc identifier les grands animaux présents comme les chevaux, les vaches, vous comprenez que ça nécessite une logistique particulière. On a ensuite en anglais les wranglers, ça veut dire les animaux de petite taille. Ici c'est codifié en jaune moutarde. Il faut indiquer les petits animaux comme les chiens, les chats, les souris. L'idée évidemment de déterminer la différence entre les deux parce qu'il n'y a pas la même logistique derrière. Voilà. Donc ça c'est la codification. L'idée c'est de reprendre ces codes couleurs là, parce que c'est les codes couleurs conventionnels dans l'industrie, surtout américaine. Hein. Peut-être qu'en France on fait un peu différemment, mais ça c'est la convention américaine, hollywoodienne. Et donc vous pouvez, à partir de ces codes-là, une fois que vous avez un script, vous amuser à faire cet exercice-là de surligner justement où apparaissent le casting principal, où apparaissent les accessoires, etc. etc. Ça nous permet de nous préparer justement au document technique qui est le dépouillement. Donc on l'a dit, hein, lister les accessoires et les éléments visuels, analyser le script, etc. pour chaque accessoire, avec les éléments visuels importants, répertorier tous les éléments visuels qui ajoutent du réalisme à la scène, tels que les décorations, les objets de scène, etc. Les éléments sonores et musique aussi, noter tous les effets sonores mentionnés dans le script, les bruits de fond, les coups de tonnerre, les claquements de porte, etc. Et préparer justement les besoins en musique, hein, les moments où la musique doit intervenir, que ce soit une composition originale ou des morceaux existants. Les costumes et les maquillages, on en a parlé, hein, dépouiller chaque scène pour établir les costumes requis, avec les bons codes couleurs, et le maquillage aussi et les effets. Lister les effets spéciaux, noter chaque effet spécial mentionné dans le script, qui soit numérique, on parle de CGI, Computer Generated Image, ou pratique, par exemple, c'est des explosions, de la fumée, etc., ou du feu. Et l'idée, c'est d'organiser les effets en préparation du tournage, coordonner avec les équipes d'effets spéciaux pour garantir la faisabilité et la sécurité des effets. Répertorier les besoins en équipement, les caméras éclairage, donc identifier les types de caméras, les objectifs, l'éclairage nécessaire pour chaque scène en fonction des conditions de tournage. Prévoir aussi les équipements additionnels, par exemple on a parlé aussi dans le cours précédent des grues, des stabilisateurs, des drones, qui sont nécessaires pour les plans complexes ou les mouvements de caméra particuliers. Les lieux et les accessoires, on en a parlé aussi, donc identifier les lieux et les décors spécifiés, et les accessoires, répertorier les accessoires qui doivent être disponibles sur chaque site du tournage et prévoir leur transport. Identifier les contraintes et les limites, noter les restrictions telles que les bruits, les conditions de lumière et les exigences techniques pour chaque lieu. En termes de contraintes budgétaires, hein, il faut absolument veiller à respecter le budget, c'est extrêmement important, en priorisant les éléments indispensables et en limitant les dépenses superflues. Préparer le dépouillement, une fois qu'on a, voilà, on a, fait on a détecté tout ça, on l'a fait sur le script, etc. En fait, on va voir que le dépouillement, en général, c'est un fichier Excel. Justement, en fait, on va reprendre séquence par séquence. On va le voir par la suite, quels sont les accessoires pour cette séquence, quels sont, etc. etc. Compiler toutes les informations de dépouillement dans un dossier central accessible à chaque membre de l'équipe. Ça va faciliter la coordination et réduire les risques d'erreur ou d'oubli. Il faut faire des réunions préparatoires avec les équipes, hein, donc organiser des réunions pour s'assurer que tous les départements ont compris ce qu'il fallait faire pour une séquence et anticiper justement leurs besoins. Garantir que le jour du tournage, chaque élément soit en place, justement, pour un déroulement le plus fluide et efficace possible. Alors c'est un peu petit pour vous. Vous voyez que c'est un fichier qui ressemble à un fichier Excel. On est toujours sur la même séquence que tout à l'heure, sur l'ensemble de séquences du script Citoyen du ciel. Ça va de la séquence 8 à la séquence 13. On a ici, une fois qu'on a répertorié les acteurs, etc., les accessoires avec notre code couleur, on va pouvoir les mettre de façon très précise dans notre fichier Excel. On a par exemple le numéro de la séquence, le décor, donc extérieur, intérieur, etc. Où est-ce que c'est tourné, est-ce qu'il y a un sous-décor spécifique. On voit ensuite les effets, est-ce qu'il y a un coucher de soleil, etc., etc. On peut chronométrer le temps, là je ne l'ai pas mis, mais on peut chronométrer le temps d'une scène, hein, si ça sera encore plus précis. On fait un résumé de l'action, ça reprend un peu le script, hein, qu'est-ce qui se passe très rapidement. Les rôles, quels sont les personnages principaux dans une séquence donnée, quelles sont les silhouettes, les figurants, les animaux. Donc vous voyez ici, je vous ai dit c'est un film historique, donc il y a des besoins en chevaux.
Est-ce qu'il y a des véhicules? Non. Est-ce qu'il y a des armes? Là, en l'occurrence, il y en a, oui, ce sont des épées, des pistolets, etc. En termes de déco, d'accessoires de special effects, donc on a des accessoires de cavaliers, des poupées, des princesses. On a une torche, hein, donc, avec du feu, et une chaise qui s'enflamme un moment tout en bas dans la séquence 12. En termes de HMC, donc ça c'est un terme vous allez voir très souvent, donc c'est habillage, maquillage, costume. C'est le département qui est un peu qui relie les trois principaux, donc habillage, maquillage, costume. Donc il faut juste dire, bah, là je vais avoir le besoin du costume de Jérôme, le costume de Pauline, etc. Un costume de sans culotte, etc. etc. On peut, on n'est pas obligé, hein, donc au moment du dépouillement, mais moi je le fais en tout cas, mettre les intentions de mise en scène, donc vue top, gros plan, etc. Mais c'est pas encore l'objectif, on va voir qu'il y a un document spécifique qui nous permet de le faire. En termes d'image, de son et de VFX, mettre s'il y a des besoins spécifiques. Par exemple ici j'ai mis ralenti. Pourquoi je mets ralenti? Parce que il faut avoir une caméra spécifique qui filme avec beaucoup plus d'images par seconde pour pouvoir faire l'effet de ralenti. Donc, s'il y a besoin d'une caméra spécifique pour pouvoir faire un ralenti, il faut quand même le noter pour que ça soit clair pour la suite. Alors, le plan au sol. Le plan au sol, encore une fois, c'est un outil technique. Donc, le plan au sol, c'est une représentation graphique de la disposition des éléments physiques d'une scène. Ça montre l'agencement de l'espace de tournage. Ça inclut les personnages, les caméras et les éclairages et d'autres éléments. Il est souvent dessiné à l'échelle pour assurer une meilleure organisation et planification. Et pourquoi c'est crucial? Ça aide à déterminer les positions optimales pour les caméras et garantir une couverture visuelle efficace de la scène. Ça permet de préparer des angles de caméra cohérents et éviter des erreurs de continuité. Ça facilite les mouvements fluides de caméra en réduisant les obstacles. Par exemple, ici c'est un exemple donné, vous voyez, donc en général les plans au sol, bah, par définition, c'est une vue d'en haut en fait, donc on a un personnage A et un personnage B qui discutent, donc on a une caméra fixe qui montre le point de vue du personnage A par rapport au personnage B, et inversement avec la caméra 1 qui est fixe, vous voyez qu'on a fixé, et on voit que la caméra 3, elle, va faire un mouvement de rotation, elle n'est pas fixe, pour montrer les deux personnages discutant entre eux. Ça peut être une intention donnée. Donc ça va nous permettre justement, donc, en plus du storyboard, de préparer la position des caméras et leur mouvement. Quelques étapes pour créer un plan au sol. Donc lire attentivement le script évidemment pour comprendre les besoins de la scène. Il faut faire le lien aussi avec le storyboard entre parenthèses. Identifier les éléments fixes et mobiles dans l'espace, dessiner les contours de la pièce ou de l'espace extérieur, placer les éléments de décor principaux et les accessoires importants. Vous voyez qu'encore une fois, il n'y a pas besoin de grands... Il ne faut pas être dessinateur. Hein, donc vous voyez, pour schématiser un personnage, c'est une ellipse et un cercle, et juste le nez pour indiquer dans quel sens il regarde, etc. Voilà, c'est de la codification, il n'y a pas besoin d'être un grand dessinateur. Donc, sur la disposition des personnages dans l'espace, hein, donc positionner les acteurs, identifier où chaque personnage serait situé durant chaque moment de la scène, identifier les déplacements éventuels des personnages pour les mouvements des caméras et les interactions, s'assurer que les personnages sont positionnés pour des interactions visuelles très claires, parce que, encore une fois, c'est un outil technique qui va servir autant au réalisateur qu'au chef-op et qu'au caméraman. Sur la position des caméras et des micros, positionner les caméras pour couvrir toutes les actions et les dialogues de manière optimale, déterminer les angles et les distances nécessaires pour éviter les recadrages non désirés, placer les microphones de manière discrète mais efficace justement pour une captation du son. Sur l'éclairage, on peut aussi l'indiquer, donc identifier les sources lumineuses principales et secondaires, éviter les ombres non désirées sur les personnages et les éléments clés, et s'assurer une cohérence lumineuse entre chaque prise de vue pour une ambiance constante. Évaluer la distance entre les éléments, vérifier que les distances entre les personnages, les caméras, les éclairages et les décors permettent une prise de vue cohérente, ajuster l'espace entre les éléments pour éviter la confusion visuelle et optimiser la composition. Vous comprenez que encore une fois, c'est un outil de préparation. Après, évidemment, sur le tournage, il va y avoir des ajustements par rapport à ça. Parce que des fois, une fois qu'on est dans un décor réel, on se rend compte de d'autres contraintes, et donc il faut, encore une fois, pouvoir s'adapter tout en respectant globalement les intentions initiales. Pour les lieux extérieurs, intégrer des éléments naturels s'il y a un besoin spécifique. Hein. Par exemple, si une caméra doit passer devant un arbre ou devant un rocher, il faut le mettre
en avant sur le plan au sol, considérer l'éclairage naturel et la position du soleil pour les placements de caméra et identifier les points d'entrée et de sortie pour les personnages et le matériel. Donc ça va nous permettre de préparer l'équipe, donc partager le plan au sol à tous les départements, caméra, son, éclairage, costume, utiliser le plan comme base pour la répartition des tâches et la synchronisation des actions. C'est complémentaire en fait au storyboard. Et s'assurer que chaque membre connaît sa place et ses responsabilités pour un tournage fluide. La différence, c'est que le storyboard, on montre ce qu'on veut voir in fine à l'écran. Alors que là, sur le plan au sol, on montre les mouvements techniques, c'est-à-dire les mouvements de caméra, les mouvements de personnages, etc. Donc ce n'est pas ce qu'on voit à l'écran. Vous voyez que les deux sont complémentaires. On arrive à voilà, l'outil principal, ça s'appelle le découpage technique. Je vous ai parlé sur le dépouillement que on ne met pas forcément les intentions de mise en scène. En fait, une fois qu'on a notre storyboard, on va traduire notre storyboard en un outil technique qui s'appelle le découpage technique. Je vous le dis dès maintenant, ça ressemble en fait aussi à un fichier de type Excel, où on va pouvoir, cette fois-ci, mettre de façon plus précise toutes les intentions artistiques, mais cette fois-ci, ça va être un fichier Excel et non pas un fichier visuel tel que le storyboard. Donc c'est traduire ici le scénario en plan visuel précis. Donc, si vous n'avez pas de storyboard directement, si vous préférez travailler avec le découpage technique, vous pouvez le faire. Moi, je vous invite quand même à au moins travailler une première partie sur le storyboard, puis après traduire le storyboard en découpage technique. L'idée ici est d'organiser chaque séquence du film pour s'assurer que l'aspect visuel et sonore soit bien planifié avant le tournage. Le découpage technique est un document minutieux qui contient justement toutes les indications sur chaque plan, le type de plan, la durée, le mouvement de caméra, etc., etc. On peut voir ici, encore une fois, donc c'est un peu petit, mais je vais essayer de lire. C'est un exemple sur la séquence 8 de découpage technique, toujours de Citoyen du ciel, que j'ai écrit. Et donc ici, vous voyez à quoi ça ressemble sur une seule séquence. Donc on va définir d'abord le numéro de séquence, le décor, un résumé de l'action. Et en termes d'image, on va définir, donc là ça reprend un peu plus mes intentions que j'ai sur mon storyboard, que je n'ai pas montré ici. Donc, sur l'image, on va définir la composition, le cadre, le mouvement, l'angle, la valeur, la focale, l'axe de la caméra, etc., etc., voire donner un schéma. On peut en plus ajouter l'image en lien, on peut ajouter l'image qui vient du storyboard. Donc ici, par exemple, en termes de composition et de cadre, la famille Bonaparte ici est placée au centre du cadre, entourée par des cavaliers qui forment un cercle oppressant. L'image utilise une composition circulaire pour accentuer la tension et l'enfermement. En termes de mouvement, les cavaliers se déplacent lentement autour de la famille dans un mouvement circulaire. La caméra suit le mouvement en travelling latéral fluide ou avec une rotation. Avec l'utilisation d'un angle légèrement plongé pour montrer la vulnérabilité de la famille Bonaparte par rapport aux cavaliers dominants. En termes de valeur, c'est un plan moyen pour montrer l'ensemble de la scène, ce qui va permettre de voir à la fois la famille et les cavaliers. Ensuite, un gros plan sur les visages des Bonaparte pour exprimer leur peur. Donc en termes de dialogue, il n'y en a pas ici, c'est une séquence sans dialogue. En termes de son, ça va être l'ambiance, les effets et les bruitages musicaux. Donc il y a un son d'un léger vent mais constant, accentuant l'atmosphère oppressante. Bruit d'oiseaux s'envolant, ajoutant une tension subtile. Un silence progressif dans l'environnement pour concentrer l'attention et l'action. En termes d'effets sonores, il y a le son des sabots des chevaux qui frappent le sol en rythme avec le mouvement circulaire des cavaliers. Un grincement des selles et des harnais, ce qui va renforcer la présence des cavaliers. Et en termes de bruitage, une respiration saccadée des membres de la famille Bonaparte, traduisant leur peur, et un frémissement ou un bruissement de vêtements et des armures sous le mouvement des cavaliers. En termes de montage, donc sur la mise en scène, les cavaliers ici entrent progressivement dans le cadre, forment un cercle autour de la famille Bonaparte avec une synchronisation précise pour renforcer la coordination oppressante. La famille se regroupe instinctivement, ce qui va créer un contraste visuel entre leur immobilité et le mouvement des cavaliers. Vous voyez, c'est d'être le plus précis possible. Technique, donc c'est pas un roman, on ne fait pas de la littérature, donc c'est toujours dans la même intention que le script. Les expressions des Bonaparte passent de la confusion à la peur, captées par des plans serrés. En termes de jeu, les cavaliers affichent des expressions fermées ou menaçantes, et restant silencieux pour amplifier l'intimidation. Les membres de la famille montrent des réactions variées, regard paniqué d'un enfant, posture protectrice du chef de la famille, ici c'est la mère, tentative de dissimulation des personnages plus vulnérables. En termes de rythme de montage, un début lent avec des plans longs pour instaurer la tension, et une alternance entre plans larges.
montrant la dynamique globale et plans serrés sur les visages et les détails comme des mains tremblantes. Une accélération progressive découpe en rythme du mouvement circulaire des cavaliers jusqu'à un point culminant où le cercle se resserre et s'arrête. En termes d'intention, ici, donc vous pouvez ajouter ici vos intentions, c'est quel est le but de cette séquence, c'est montrer l'impitoyabilité des soldats corses et leur détestation ici de la famille Bonaparte. En termes de durée, c'est à peu près 60 secondes, donc vous voyez, c'est sur une minute. C'est une séquence, parce qu'en fait c'est un court métrage, entre parenthèses, Citoyen du ciel c'est un court métrage, donc évidemment, l'idée ici c'est pas de développer ça sur une très longue séquence. Alors, maintenant on a vu storyboard, dépouillement, plan au sol et découpage technique, on va essayer de voir maintenant le lien entre tous. Donc le lien entre storyboard et découpage technique. Le storyboard sert de guide visuel en esquissant les plans et les mouvements de caméra, il anticipe les compositions, mais ne définit pas forcément tous les détails techniques. On peut y ajouter, on peut avoir des storyboards qui sont très techniques, qui ressemblent quasiment à un découpage technique, donc il y aura toutes les informations, et ça prend beaucoup plus de place. Le storyboard va alimenter le découpage technique en fournissant des premières idées sur les images à capturer. Quel est le lien entre dépouillement et découpage technique? Le dépouillement liste les besoins matériels et humains pour chaque scène, tels que les acteurs, comme on l'a vu, les accessoires, les effets spéciaux. Ces informations permettent au découpage technique de prendre en compte les contraintes pratiques et d'adapter le choix visuel en conséquence. Entre plan au sol et découpage technique, le plan au sol, qui représente la disposition des éléments sur le plateau, aide à planifier concrètement les déplacements des acteurs et de la caméra. Il s'intègre au découpage technique en définissant chaque scène, comment chaque scène sera filmée en fonction de l'agencement du décor. Et storyboard, plan au sol et dépouillement par rapport au découpage technique. Tous ces trois éléments interagissent justement pour permettre au découpage technique d'être le plus précis et réalisable, garantissant justement la vision créative du film et que soit effectivement transposé sur le plateau avec les ressources disponibles. Donc vous voyez que ces quatre-là sont nos fondamentaux en tant que réalisateurs. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui allons tout faire. Entre parenthèses, il y a des spécialistes du storyboard, comme on l'a dit, du dépouillement, du plan au sol et par contre le découpage technique et le storyboard, il y a des intentions de mise en scène qui sont très importantes. Donc là, le réalisateur évidemment doit avoir un rôle fondamental, que ce soit sur le storyboard, au moment du storyboard, ça c'est sûr et certain, et encore plus au découpage technique, parce que le découpage technique va nous permettre de préparer en fait le tournage. Ça, on le verra de façon... on l'a vu au précédent cours, donc c'était un rappel, donc c'est sur le langage cinématographique. Donc, je vous invite à revoir le cours, le langage cinématographique. Donc il y a les différents types de plans, plan large, plan rapproché, plan américain, plan subjectif, etc. Donc on l'a déjà vu ensemble et je vous invite à le revoir. Les mouvements de caméra, pareil aussi. Donc il y a le mouvement de travelling, le mouvement panoramique, mouvement horizontal de la caméra, le tilt, le zoom, le dolly ou le steadicam. Qu'on a discuté sur notre précédent cours. Je vous renvoie vers le cours langage cinématographique. Sur la durée et le minutage de plan, je vous ai dit, préciser le temps en secondes pour lequel chaque plan, comme on l'a vu sur mon découpage technique, et sur le rythme, la durée influencera l'intensité émotionnelle, c'est un rappel. Des plans plus longs pour des moments introspectifs, des plans courts pour des scènes d'action, ce qu'on utilise en général. Planifier les effets et les transitions, donc les effets spéciaux, c'est une combinaison des techniques visuelles, soit c'est des effets pratiques, soit c'est du CGI, donc des effets générés sur ordinateur. Les transitions, on en a parlé aussi, et les indications, le découpage doit prévoir précisément quand et comment ces effets apparaissent à l'écran. Coordonner les actions avec le son, donc les dialogues, les répliques doivent être synchronisées avec les mouvements des lèvres dans le plan, parce que vous comprenez que le son est capté de son côté et l'image est captée d'un autre côté. Après, il va falloir synchroniser son et image. Prévoir les effets sonores associés à des actions spécifiques, par exemple le bruit d'une porte qui claque ou un bruit de pas. Préciser si une musique doit être entendue pendant le plan ou pendant le montage. Musique diégétique, extra-diégétique. Il faut évidemment prévoir les contraintes techniques, donc sur l'éclairage, vérifier la disponibilité des lumières nécessaires pour chaque plan, indiquer les éléments de décor qui doivent être présents ou déplacés, en termes d'accessoires et de costumes, s'assurer que tous les accessoires et les costumes nécessaires pour chaque plan soient prêts. Donc pour élaborer notre fameuse feuille de découpage, la feuille de découpage contient toutes les informations sur le tournage de chaque plan. C'est l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, donc le numéro du plan, la description du plan, le type de plan, le mouvement de caméra, les sons, la durée, etc. L'idée est ici de faciliter la préparation logistique et la coordination pendant le tournage. On arrive au plan de travail. Qu'est-ce que c'est que le plan de travail? On a un exemple à droite. Donc le plan de travail est un document détaillant l'organisation des journées de tournage. Il sert de feuille de route pour la production, indiquant les scènes à tourner,
l'ordre des actions, les lieux, les ressources nécessaires et les horaires. Ça assure une coordination optimale entre les équipes techniques et artistiques pour garantir le respect et le budget du calendrier et faciliter la gestion des ressources et du temps. Ça permet d'éviter les imprévus et les inefficacités. Vous voyez, on peut le voir sur la droite, ça va être c'est organisé par journée de tournage, donc on met tel jour de tournage, quels sont les horaires en fait de tournage. Ici, on va tourner entre telle heure et telle heure. On a un résumé des actions qui vont être tournées, donc des séquences qui vont être tournées, les décors utilisés, les sous-décors, où est-ce que c'est localisé, est-ce que c'est en intérieur, extérieur, et les comédiens nécessaires, est-ce qu'il est présent, pas présent, etc. etc. Donc, ça permet d'organiser les journées de tournage. Donc ça c'est pas au réalisateur de le faire évidemment. Il y a encore une fois des professionnels, mais il faut que vous compreniez en fait tous les outils techniques que vous allez utiliser pour le tournage. Pourquoi on planifie? Parce que l'idée c'est d'optimiser le temps, évidemment c'est très important, donc pour tirer le meilleur parti de chaque journée de tournage, en maximisant les scènes capturées, en évitant les périodes d'inactivité. On le dit encore une fois, hein, le temps c'est de l'argent, donc on ne peut pas se permettre le luxe de prendre trop de temps pour tourner, hein, parce que tout coûte de l'argent, donc les équipes techniques, les équipes artistiques et évidemment le matériel. On loue le matériel, on loue des caméras, donc on peut pas, au maximum, il ne faut pas avoir du dépassement de budget en fait. Ça permet de prévoir et de mobiliser efficacement le matériel, les décors, les costumes, les accessoires, les équipes. Ça garantit qu'aucune ressource, et c'est ça notre but, hein, c'est d'éviter toute forme de gaspillage. Et respecter le budget. Hein. Donc, évidemment, un réalisateur ne travaille pas tout seul, il travaille avec un producteur et une boîte de production. Donc c'est eux qui financent le film, pas eux. Hein. Après, il y a des financements aussi. Il peut y avoir de la coproduction et il peut y avoir évidemment la- des aides au financement, des aides étatiques, par exemple des aides qui viennent du CNC. Tout ça, évidemment, il y a un budget qui se crée et il faut le respecter. Voilà, ça c'est extrêmement important. Quelles sont les étapes préliminaires pour le plan de travail, hein, donc, ça c'est juste pour votre culture, hein, décortiquer le scénario comme on l'a dit, comprendre les besoins spécifiques. On peut utiliser les documents précédents, repérer les lieux évidemment, créer le calendrier initial, hein, basé sur les besoins du scénario, établir une première ébauche du calendrier pour savoir combien de temps chaque scène pourrait prendre à tourner. Identifier les scènes par lieu et logistique, donc répertorier chaque scène en fonction des lieux où elle se déroule. Cela aide à organiser les déplacements de l'équipe et à déterminer la logistique du matériel. En termes de logistique et autorisation, et vérifier évidemment, on l'a dit, hein, ça il faut le vérifier en pré-prod, la disponibilité des lieux, les autorisations de tournage nécessaires, les équipements spéciaux requis. On ne va pas tourner en théorie à l'arraché. Et avec les éclairages, les effets et la gestion des conditions locales. On va ordonnancer les scènes par contrainte, donc on va classer les scènes en fonction de leurs exigences, intérieur et extérieur, décor, horaire de lumière, pour éviter des changements fréquents de lieu ou de décor. Il faut aussi penser à la contrainte des acteurs et des matériels. Certaines scènes nécessitent des acteurs spécifiques ou du matériel particulier. Le plan de travail permet de planifier ces scènes en fonction de la disponibilité des ressources. Optimiser le temps et les ressources, maximiser l'efficacité, organiser les journées de manière à filmer plusieurs scènes dans un même décor, même si ne sont pas au même moment. Vous comprenez que même si ce sont des scènes pas au même moment, en fait on est dans un décor, il faut filmer toutes les scènes possibles qui sont dans ce même décor, voilà. Même si c'est pas dans la même continuité temporelle. Parce que ça va permettre de réduire les déplacements et, le montage des équipements. Avoir une utilisation optimale des équipes, hein, assurer que toutes les équipes, réalisation, éclairage et son, etc., soient bien occupées de manière efficace, sans temps d'attente, c'est extrêmement important. Prendre en compte la lumière et les conditions, donc par rapport à l'éclairage naturel pour les scènes en extérieur, organiser le tournage en fonction des heures de la journée qui offrent des meilleures conditions d'éclairage, par exemple une lumière douce au matin ou de fin d'après-midi. Il faut faire attention aux conditions climatiques, anticiper les conditions climatiques, c'est un grand problème aussi quand il pleut, quand c'est nuageux évidemment il n'y a plus de lumière, etc., etc. Donc tout ça ce sont des problématiques potentielles et il faut réfléchir à comment s'adapter si jamais il pleut ou si jamais, etc., etc. À part si c'est une intention artistique, évidemment. Sur le rythme des journées de tournage, il faut réfléchir aux durées et aux pauses. Donc, les journées de tournage doivent être bien rythmées, avec une estimation réaliste du temps nécessaire pour chaque scène. En général, une journée de tournage dure environ 10 à 12 heures. Il faut penser en termes de pause et de récupération, prévoir des pauses régulières pour les équipes afin de maintenir une productivité optimale. Cela va inclure justement les pauses déjeuner, les moments de repos pour les acteurs et les ajustements techniques. Il
faut avoir une coordination franche entre les équipes techniques et artistiques, hein, assurer une coordination parfaite entre les différents départements, réalisation, éclairage, etc., afin que chaque équipe soit prête à temps et que les besoins techniques soient satisfaits. Le plan de travail doit aussi prévoir des créneaux pour les répétitions, les ajustements des performances des acteurs ainsi que les préparations techniques. Évidemment, ça en fait. C'est ce qu'on a dit, une demi-heure à peu près pour préparer le matos. Prévoir les temps pour les imprévus, la gestion des retards, anticiper les marges de manœuvre pour gérer les imprévus, tels que des problèmes techniques, une caméra qui ne fonctionne plus d'un coup, une batterie qui est tombée en panne, c'est possible. Un retard dû à la météo, des changements de dernière minute dans la performance des acteurs. On peut avoir un acteur qui est malade, hein, c'est quelque chose d'assez classique. Il a mangé quelque chose de pas frais, donc il est malade, donc ça retarde la planification. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? En termes de flexibilité, évidemment, bien que la planification soit essentielle, vraiment, je le dis de façon la plus sincère possible, il est vraiment crucial de prévoir des ajustements possibles. Il faut être agile, il faut réussir à s'adapter à toute situation parce que ne pas rester bloqué et être totalement mécanique face à une situation. Gérer les déplacements entre les lieux, lorsque le tournage se déroule entre plusieurs lieux, prévoir justement les temps de déplacement réalistes, hein, donc parce que ça prend une demi-heure, une heure, voire 2 heures, voire 3 heures pour déplacer une équipe technique. Tout ça, il faut le prendre en compte. Organiser des camions pour les transporter décors, équipements et accessoires et optimiser les trajets entre différents sites de tournage. Avoir un calendrier prévisionnel pour le tournage. Le calendrier prévisionnel est le reflet global du déroulement du tournage. C'est aussi ce qui nous permet de budgétiser, hein, tout simplement, euh, les scènes, les lieux, les équipes et les ressources. Et ça permet de suivre les progrès du projet. Un planning de remplacement est prévu en cas de problème majeur ou d'imprévu pour minimiser les interruptions. Il faut valider le plan de travail. Une fois élaboré, le plan de travail doit être validé par toutes les parties prenantes, pour voir si c'est réaliste ou pas, y compris évidemment le réalisateur, le directeur de production et le chef opérateur. En termes de communication interne, le plan de travail doit être distribué à toutes les équipes en amont du tournage. Cela garantit que tous les acteurs, techniciens, responsables de département connaissent leurs horaires et leurs tâches. La transparence est clé, l'organisation est clé, parce que ça peut, s'il n'y a pas une bonne rationalisation du travail, ça va créer des frustrations dans toutes les équipes. Voilà. Parce que si on ne sait pas où va le tournage, si c'est mal organisé, ça va créer des frustrations à la fois chez les comédiens, donc sur leur interprétation, et ça va créer des frustrations aussi chez les équipes techniques. Il y a ensuite la feuille de service. La feuille de service est un document quotidien essentiel dans le cadre du tournage d'un film. Elle va détailler l'ensemble des informations nécessaires au bon déroulement de la journée de tournage. Elle sert à informer tous les membres de l'équipe de ce qui est prévu pour la journée, les scènes à tourner, les horaires, les lieux, les acteurs présents, etc. Et à coordonner l'ensemble des actions sur un plateau pour garantir l'efficacité et la fluidité du travail. On voit un exemple sur la droite. Donc c'est un film qui s'appelle Janine, ma place dans le monde, réalisé par Felipe Vargas. Donc ici, on détaille sur une journée de tournage, justement, tous les comédiens nécessaires, tout le matériel nécessaire, etc., etc. C'est l'outil central de communication pour l'ensemble des équipes sur une journée de tournage. Ça s'assure que tous les départements soient au courant de leurs tâches respectives et que chacun sait ce qui doit être fait à tout moment. Justement, l'idée, c'est de réduire tout risque d'erreur ou de confusion pendant le tournage. Les informations clés sont les heures d'appel des équipes et des comédiens, la liste des scènes à tourner avec leurs détails, les lieux de tournage, les acteurs et les accessoires nécessaires, les conditions de tournage spécifiques, météo, lumière, etc. Il y a une répartition des tâches par département. Chaque département, caméra, son, costume, etc., reçoit des instructions spécifiques sur ce qui est attendu pendant la journée. Ça permet de clarifier les responsabilités. Il est précisé qui fait quoi de manière détaillée pour éviter tout chevauchement de responsabilités et garantir que chaque équipe dispose de l'information nécessaire pour préparer son travail en amont. En termes de planification du temps, la feuille de service indique l'heure exacte à laquelle chaque département ou personne doit se présenter sur le tournage, évidemment. Donc là, on arrive quasiment au tournage, ainsi que la durée prévue pour chaque activité. Il y a des appels, elle précise les appels pour les comédiens, quand ils doivent arriver, quand ils passent au maquillage, etc., afin d'éviter les retards et de respecter les délais du tournage. Il y a un suivi des décors, des accessoires et des équipements. La feuille de service recense également les décors, les accessoires et les équipements nécessaires pour chaque scène et indique les départements responsables de leur mise en place. Cela permet aux responsables de vérifier que tous les éléments soient bien prêts et disponibles au bon moment et dans les bonnes conditions pour chaque prise. On a la liste des comédiens évidemment, et ça permet aussi aux comédiens de se préparer en termes de coiffure, maquillage, costume,
et voir répétition s'il y a un temps de répétition. Ça permet de coordonner les moyens techniques, elle informe des équipements techniques nécessaires pour chaque scène, les caméras, les micros, les éclairages, donc chaque département a ses propres détails. Ça permet également de coordonner les équipes techniques pour garantir que le matériel soit bien monté et prêt à l'avance, avant une scène, et prévoir justement des ajustements nécessaires. Pour la logistique et la sécurité, il y a la sécurité sur le plateau qui est clé. La feuille de service inclut aussi des informations sur la sécurité, notamment les consignes particulières, l'utilisation des véhicules, des matériels dangereux et les mesures à prendre en cas d'incident. La logistique, ça va mentionner les ajustements logistiques spécifiques au tournage, comme les zones d'accès restreints, les parkings, les zones de repos et tout autre détail logistique pertinent. Il y a aussi les contacts d'urgence. Un des éléments essentiels de la feuille de service est l'inclusion des contacts d'urgence. Il y a toujours, s'il y a un risque, des médecins autour, des pompiers s'il y a des scènes avec du feu, etc., pour intervenir rapidement en cas de besoin. L'idée ici de prévenir les risques, s'assurer que toute l'équipe connaît les démarches à suivre en cas d'urgence et les personnes à contacter pour assurer la sécurité sur le plateau. Préparer et distribuer les feuilles de service. Tout d'abord, une distribution anticipée. Les feuilles de service sont préparées à l'avance, généralement la veille au soir, et distribuées à tous les membres de l'équipe. Il est essentiel que chaque membre de l'équipe reçoive la feuille de service à temps, c'est très important pour se préparer correctement. Cela va inclure les équipes techniques, on l'a dit, les acteurs, les responsables des différents départements. Il y a une validation finale et une communication aux équipes. Avant la distribution, la feuille de service est validée par les responsables principaux, réalisateurs, directeurs de production, chefs opérateurs. Il y a une communication continue. La feuille de service fait partie d'une communication continue et évolutive. Si des changements surviennent pendant la journée, des mises à jour sont faites et partagées pour que tout le monde soit informé en temps réel. Transparence est vraiment clé sur la communication. Ça, c'est vraiment très important. On ne peut pas faire des changements de dernière mesure sans avertir les équipes techniques, etc. Alors, on va finir sur une partie qui est très importante. Pour nous, en tant que réalisateurs, c'est les assistants réalisateurs et leur rôle, et comment nous collaborons avec les assistants réalisateurs. Alors, les assistants réalisateurs, qu'on note aussi AR, sont des membres clés de l'équipe de tournage. Ils travaillent en étroite collaboration justement avec le réalisateur pour assurer que la vision du film soit respectée tout au long du processus de la production. Ils jouent un rôle vital dans la gestion quotidienne du tournage, permettant au réalisateur de se concentrer sur la direction artistique et la gestion créative du film. Ils sont responsables de la planification, de la coordination et de la supervision des tâches sur le plateau. Il y a une coordination globale entre les assistants réalisateurs. C'est un véritable travail d'équipe. On peut avoir jusqu'à 3 assistants réalisateurs. En général, sur un petit budget, on va avoir un assistant, voire 2 assistants réalisateurs. Un troisième assistant réalisateur, c'est un peu plus sur des films un peu plus complexes. Les 3 assistants réalisateurs travaillent ensemble pour garantir une gestion fluide du tournage. Le 3e assistant réalisateur soutient le premier et le 2e assistant réalisateur en veillant à ce que les figurants et les petites tâches logistiques soient gérées efficacement. Il y a une communication entre assistants réalisateurs. Ils communiquent en permanence pour résoudre rapidement les problèmes et s'assurer que toutes les étapes du tournage se déroulent selon les plans. Alors, le premier assistant réalisateur est le bras droit du réalisateur et l'un des plus hauts responsables dans la gestion du tournage. Il assure la liaison entre le réalisateur et le reste de l'équipe, veillant à ce que chaque département comprenne bien ses attentes et à ce que les instructions du réalisateur soient suivies de manière précise. Le premier assistant réalisateur supervise également les autres assistants et l'organisation générale du tournage. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent le jour d'un tournage. Le réalisateur, il faut qu'on lui permette de se concentrer en fait sur la vision artistique. Donc lui, il regarde constamment l'écran en fait pour voir ce qui est visible à l'écran et l'interprétation des comédiens. Donc le jour du tournage, il est là pour s'assurer de la bonne vision et de la bonne interprétation des comédiens. Et donc il ne peut pas, lui, gérer des problématiques techniques. Est-ce que les effets spéciaux sont prêts, etc., etc. Donc pour s'assurer de toutes ces problématiques-là, c'est là qu'intervient le premier assistant réalisateur. En termes de planification des journées, le premier assistant réalisateur est responsable de la planification des journées de tournage, en veillant à ce que chaque scène soit filmée dans les temps impartis et que les ressources soient utilisées de manière optimale. Il supervise aussi le déroulement de chaque journée, s'assurant que tout le monde suit le plan de travail et que le tournage avance selon le programme. Sur la gestion du temps, le premier assistant réalisateur est responsable du respect des horaires de tournage et des temps de pause. Cela inclut la gestion des retards, l'optimisation des horaires et l'adaptation des plannings en fonction des imprévus. Il veille à ce que les équipes soient prêtes pour chaque prise et que les acteurs soient appelés à l'heure pour leur scène.
termes de coordination interdépartementale, le premier assistant réalisateur est le point de contact principal entre les différents chefs de département, caméra, lumière, costume, et le réalisateur. Il s'assure que chaque département reçoit les informations nécessaires pour accomplir sa tâche efficacement. Il facilite justement une communication fluide entre tous les départements, ce qui est crucial évidemment pour le bon déroulement du tournage. Sur la sécurité, le premier assistant réalisateur veille à ce que toutes les conditions de sécurité soient respectées sur le plateau, notamment pour les scènes complexes et dangereuses. Sur la feuille de service, il participe également à la préparation des feuilles de service, assurant que tous les membres de l'équipe aient les informations nécessaires pour une journée de tournage réussie. Sur la gestion des imprévus, le premier assistant réalisateur doit être capable d'anticiper, de gérer les imprévus. Cela peut inclure des changements de planning, des problèmes techniques, des retards de transport ou des problèmes liés aux acteurs. Il faut, on l'a dit, avoir montré une certaine forme de flexibilité. Il doit savoir réagir rapidement pour minimiser les interruptions et optimiser l'efficacité du tournage malgré les défis imprévus. Le second assistant réalisateur est en charge de l'organisation des appels des acteurs, veille à ce qu'ils arrivent à l'heure sur le plateau, qu'ils soient prêts pour leur scène. En termes de gestion de temps de préparation, il s'assure également que les acteurs passent par le maquillage, la coiffure et les costumes dans les temps pour que les tournages commencent sans retard. Le second assistant réalisateur coordonne les déplacements entre les différents lieux de tournage, s'assurant que tout le matériel et les membres de l'équipe arrivent à temps. Il supervise notamment les équipes de support, assistants logistiques, transport, catering. Catering, c'est pour tout ce qui va être cantine, nourriture des équipes techniques et des équipes artistiques, s'assurant que les besoins logistiques soient satisfaits sans perturbation. Sur la gestion des feuilles de service, le deuxième assistant réalisateur est impliqué dans la distribution des feuilles de service et le suivi des présences des acteurs et des membres de l'équipage. Il s'assure que toutes les présences et les absences soient bien enregistrées pour une gestion efficace des ressources humaines pendant le tournage. Enfin, le troisième assistant réalisateur est responsable de l'accueil des figurants et de leur gestion sur le plateau. Il s'assure que les figurants soient prêts à temps et qu'ils connaissent leur rôle dans chaque scène. Il coordonne les mouvements des figurants pendant les scènes et en veillant à ce qu'ils respectent les consignes et les timings du tournage. Vous voyez que c'est surtout quand on a des gros tournages, on va avoir une gestion de figurants assez importante, une gestion assez importante des figurants, donc on peut avoir un troisième assistant réalisateur. Voilà, ce cours est terminé et je vous dis à tout de suite pour un nouveau cours.